Déjà, le gym qui monte en Ligue 1 à l'époque, c'était déjà une histoire folle. Parce que quand les Italiens cèdent le club à messieurs Cassone, Cano, Mouret et Torruella, on sent de suite que l'histoire, elle sent pas trop bon, il y a quelque chose. Et pourtant, sur le terrain, ça match, quoi. Il y a des joueurs qui explosent, comme Evra, Meslin qui met des buts, Valanconi qui tient la baraque. Et après, au fur et à mesure des résultats, on se prend au jeu, on voit qu'on arrive à se retrouver dans les 5-6 premiers. En plus, c'était les 4 premiers, je crois, à ce moment-là, qui montaient. La montée en Ligue 1 qui n'était pas du tout prévue, pas du tout programmée, elle se fait comme ça au fil du temps et à l'arrivée, ils vont la chercher, quoi. Et comme pour se faire plaisir à elle-même, cette future ex-équipe de 2e division s'offre le 3e, celui qui traumatisa naguère les Brésiliens ou inspire aujourd'hui le cinéma populaire français. Pablo Rodriguez magnifie le succès niçois. Que du bonheur pour 14 430 spectateurs, auteurs eux aussi d'une saison remarquable. Personne n'aurait misé à l'époque 1 franc, aujourd'hui quelques centimes d'euros. Mais voilà, c'est bel et bien fait, Nice est dans le bon wagon. De suite après la montée, on sent que l'histoire, elle n'est pas finie et qu'elle va exploser. Et c'est ce qui est arrivé. Le club explose, donc il est rétrogradé, on est au fond du trou. On perd le statut pro. Le club est quand même prononcé mort, et ça je ne suis pas prêt d'oublier, par Jacques Perrin, qui était le maire de Nice à l'époque. Et je vis à ce moment-là une scène qui se passe juste derrière, là, dans l'ancien centre qui était le siège du club à l'époque. Je vais dans les locaux, il n'y a personne. Donc un club comme le GC Nice, il n'y a personne. Je monte et je vois à l'étage, dans son bureau, Jean-Luc Bellet, avec Garde Autror, qui du coup n'avait plus non plus d'emploi. Et je m'assois et cette phrase, elle m'est toujours restée, disait « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors ça m'a toujours un peu scotché d'un club comme l'OGC Nice, que moi, gamin, dans les années 70, c'était un club phare avec ses grands joueurs, avec un titre qu'on a failli avoir d'ailleurs, qu'on aurait dû avoir en 76. Et tu te retrouves des années après à se demander, le club est prononcé mort, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas l'enterrer? En gros, c'est ça, quoi. Et puis, il y a ce sauvetage in extremis, comme un miracle, quoi. Le club était entre les mains d'un administrateur judiciaire qui était M. Huertas. Il y avait une multitude de dossiers qui étaient présentés. Et puis moi, on était avec un groupe avec Gilbert Celardo, Marcel Govanatori, Louis Bacchialoni, Jean Bessy. Mais le problème, c'était qu'à l'époque, Gilbert Celardo était en bagarre avec le maire, puisqu'il était adjoint au maire de Nice, premier adjoint. Donc il y avait une tension et le maire, il voulait tous les dossiers sauf le nôtre. Et puis le dernier jour, il y a l'ancien directeur de l'OGC Nice, Jean-Luc Bellet, paix en son âme, avec qui j'avais joué au Cavigal, au foot, et qui m'appelle et qui me dit « Écoute, il n'y a plus aucune solution, il n'y a que vous. » Elle dit « Ok, on y va et on essaye de sauver le club. » Donc on s'est retrouvés à 7 h du soir, 7 h, 7 h 30, dans le cabinet de Maître Huertas, où était présent là Jacques Gallo, qui était le commissaire au compte. Jacques Gallo, il dit « Réunion demain à la DNCG à 11 h. » On est parti le lendemain matin à 7 h à l'aéroport. On était amené à mettre, à l'époque, je crois que c'était 1,5 million d'euros, 2 millions à peu près, pour pouvoir couvrir les dettes de URSSAF, les dettes sociales, pour pas qu'il y ait de dépôt de bilan. On s'est retrouvés à Paris, dans un café, en train de savoir qui fait quoi, comment, combien vous mettez. Et puis on a dit, ah oui, à l'époque, on a dit qui on présente comme président, il faut qu'il y ait une tête. Et puis il y avait aussi Luc Dayan qui avait été mandaté par le maire à l'époque. Et Luc Dayan, il dit, il n'y a que Maurice Cohen qui peut être président. C'est le seul qui peut justifier un peu dans le domaine sportif et du football. Et donc c'est comme ça que j'ai été, en gros, mis président, comme ça, au coin du bistrot, quoi. Voilà, à DNCG, ça s'est mal passé. On a été retoqué, bien entendu, ce qui était tout à fait logique. On n'était pas prêts, quoi. On a repréparé un dossier alors la plus costaud, avec les fonds qui avaient été versés, les chèques de banque. Ce qui nous a aidé aussi à monter à l'époque, ça a été le Racing Club de Lens, Gervais Martel, qui nous avait acheté 3 jeunes joueurs pour 500 000 €. Et là, ça s'est assez bien passé, mais malgré tout,
La DNCG avait refusé. Et puis là, on a refait appel devant le comité olympique, qui était le dernier recours possible. On reprend l'entraînement comme ça, une semaine ou quelques jours avant la décision du tribunal. On ne sait pas si on va être en Ligue 1, en Ligue 2, en National. Le comité olympique décide de nous maintenir en Ligue 1. Mais une fois que ça s'était fait, il fallait qu'il y ait l'agrément de l'Assemblée générale de la Fédération française de football. C'est la fameuse réunion à Lyon pour que l'on puisse être maintenu. Et c'est là où les joueurs sont montés en bus, les supporters sont montés. Ceux qui restaient, le peu de supporters qui restaient. 4 bus qui montraient à Lyon, c'est là qu'on attendait les instances. Alors évidemment, dans le but de mettre une pression, bien évidemment, la pression que tu peux mettre avec tes moyens à toi. Ce qui a été fait, c'est comme le repreneur avec leurs moyens à eux. Ils ont essayé de constituer un dossier. Les joueurs de leur côté ont refusé, je me rappelle, de leur prime, ça rajoutait un peu au dossier, quoi. Le dossier qu'on présentait leur a plu, quoi. Donc voilà, ils ont privilégié le côté sportif. Et après, voilà, c'était un parcours pas évident. Je me rappelle aussi, il y avait Nice Matin qui était avec nous, il y avait Actu Foot. Je me rappelle, on avait fait un match au Stade du Rail, et pour vexer personne aussi, au Stade du Rail. On s'était retrouvés avec maillot blanc, je me rappelle, avec Actu 06. Et juste derrière, je l'ai encore le maillot, il y avait écrit Mambati sur Nice Art. Et donc ça reste dans mon armoire. Ce qui m'a marqué, moi, c'était que tous les composantes du club, à un moment donné, pour une fois, se sont réunis, supporters, joueurs. Il y avait vraiment l'envie, parce que le club était quand même en danger de mort, et à force de jouer avec le feu... Je me souviens, le jour de la décision, il y avait comme une tension, un stress. Tu as les joueurs avec toi, là? On va faire une statue. Oui. Mais déjà, tu vas leur dire que la tendance est favorable, que le comité national olympique a donné un avis positif et que le conseil fédéral va examiner avec bienveillance cet avis positif. Voilà. Donc ça s'annonce bien, mais c'est pas gagné encore, hein. Finalement, ils ont pris une décision sage qui était en notre faveur, malgré la pression de M. Molinari, parce que Metz, qui était descendu, pouvait récupérer la place. Donc on se retrouve en 2002 en Ligue 1 et on apprend ça dans le moyen pays à Nice. J'ai encore cette image dans la tête où je sabre le champagne avec tous les joueurs et l'entraîneur. Et voilà, ça c'était le départ. C'est vrai que c'est un sauvetage rocambolesque complet, quoi. Et quelque part, à l'époque, ça ressemblait au gym. Alors le gym est en Ligue 1 et après ça devient un système D total. À l'époque, Gernot Rohr prend les choses en main aussi. En parlant de Gernot, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Sandro Salvioni, qui avait fait monter le gym et qui pensait être l'entraîneur du gym en première division. Et finalement, c'est Gernot qui a pris le pouvoir. C'est vrai que Gernot connaît le foot, il connaît le monde du foot, il connaît les joueurs, il a un bon carnet d'adresses. Le deal qu'on avait fait avec les joueurs, c'est que tous les joueurs qui avaient assuré la montée en Ligue 1, on avait décidé de les garder. Mais bien entendu, pour arriver à se maintenir, il fallait qu'on ait une équipe un peu plus solide. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire notre tour de France pour se faire prêter des joueurs. Il y a eu une vague, je dirais, un peu de solidarité de la part des autres clubs. On avait fait beaucoup de prêts. Les Diawara, Bigné, Oulufadé, Gregorini. On a récupéré Gregorini, on a récupéré Pancho Arbadonado. On était arrivé à se refaire prêter Poussin et Barul. Gernot a fait une belle trouvaille avec le Brésilien, Everson. Éric Roy, il courait à Vaugrenier, et on y a dit allez viens, et finalement on s'est aperçu de ça. Mais il y avait des bons joueurs quand même, Pamaro, Pito, Cobos, c'est pas n'importe quoi. Moi je suis de Toulon, donc le fait de revenir dans la région, c'était important. Un club qui monte avec un effectif qui n'est pas non plus pléthorique, un entraîneur qui me veut, qui me connaît bien parce que j'ai eu au centre de formation. Ça à côté de chez mes parents, et je peux pas demander mieux, quoi. Si tu veux jouer, t'oublies un peu les gros contrats, tu viens, tu joues, quoi. Il y a Bruno Valanconi qui est là, Doumé, le regretté Doumé. Et moi, j'arrive, j'ai cette capacité à vite capter les choses parce que j'ai bougé beaucoup de clubs. J'arrive d'investir aussi où il y a des caractères et il y a beaucoup d'ego. Mais là, je vois que les boss, un peu, ils sont là, accueillants, ils veulent faire des repas,
ils viennent de monter, donc ils viennent de vivre un truc ensemble, tout ça. Il y a déjà un noyau qui est là, qui est fort et dur. C'était un match un peu compliqué, les joueurs venaient juste d'arriver. Du fait qu'on est repris plus tard que les autres et pour trouver les automatismes, encore une fois, même l'effectif n'était pas au complet. Donc c'est sûr que ces premiers matchs, c'était un petit peu des matchs tests. Il y avait un Argentin, Pablo Rodriguez. Voilà, l'entraînement, il prenait le ballon et tout, et je regarde ce joueur et tout, même si je sais que le coach, il l'aimait pas trop parce qu'il défendait pas trop. Mais avec le ballon, il faisait des choses assez sympas et tout. Donc, les premiers matchs, il le fait jouer. Et si tu regardes bien, c'est lui qui donne une ou deux passes. Il y avait de l'ambition, il y avait de la volonté et de la pugnacité. Donc on s'est dit, tiens, on est pas mal quand même. Premier match, il fait beau, on a envie de faire plaisir au stade du Rail, tout le monde pousse. On perdait, après on égalisait. Le stade s'est enflammé un petit peu. Et je me rappelle à un moment donné, sur la fin, je dis à Pointu, on ne va pas le perdre. Fermez, mais on voulait gagner. Donc on pousse, et à la fin, on prend un contre. Et on prend ce but et on perd, quoi. On perd 2-1. On sentait qu'il y avait une bonne ambiance. On sentait qu'il allait y avoir des choses qui allaient être positives. C'est vrai que démarrer par une défaite, ça nous avait fait quand même quelque chose. Après, on est à milieu d'imaginer que le gym va être le tube de l'été, quoi. À Lille, on fait un gros match. Il y a Claude Puel, ils sont là, ils sont costauds. On met 3-0, frère. José commence, il marque. Nous, on est là, ouais, José. Et lui, il dit non, tranquille, c'est fini. Allez, on ferme, c'est fini. Barreau, il marque. Il sort de nulle part. Vigné, je crois, il marque le dernier but.
pense que tout est écrit avant. Je pense, moi. C'est des moments comme ça, des matchs comme ça, que les gens ils m'arrêtent aujourd'hui encore. Vous imaginez, c'est un truc de dingue. Au parc, on avait fait un gros match, mais là, on reçoit. Quand on est niçois, que tu reçois au Rail, Marseille, c'est derby. En plus, on avait des stratégies sur le coup franc. Moi, je devais aller dans le mur. Je poussais le mur et puis Everson, il venait y frapper. On l'a fait à l'entraînement, ça marchait. On a dit en match, il faut qu'on le fasse et tout. J'ai dit, Everson, tu me vises moi, tout ça. Il me dit, mais je veux te tirer dessus, Kaba. J'ai dit, c'est pas grave. T'inquiète pas, je vais faire la place. La balle, elle va passer. Parce que lui, il avait dit au Brésil, ça se passe comme ça, tout ça. J'ai dit, ok. Alors, au Brésil, on faisait ça souvent. Déjà dans les catégories de base, pour essayer d'empêcher la vision de gardiens adverses. Mais bon, il faut que les mecs qui soient dans le mur, il faut qu'ils aillent vite quand même. Oui, j'ai soulevé le maillot parce qu'à l'époque on était en forme physiquement, donc ça faisait partie aussi de ma joie de pouvoir. Oloufadé! Comment ça? Oloufadé, en plus, donne-toi la passe. Donne-toi la passe, on part en contre-attaque à 2 comme ça. En tout cas, il a marqué, il n'y a rien à dire. Il y a eu pour moi, à partir de ce moment-là, un homme qui a joué un rôle fondamental, c'est José Cobos. Même si je n'ai pas toujours eu de très très bonnes relations avec lui par la suite, je pense que c'est 80% de cette période-là. Il transmettait une envie sur le terrain, c'était vraiment un capitaine et je pense que Garnot a pu s'appuyer sur José. D'ailleurs, on avait une équipe très revancharde, agressive, on gagnait les matchs pas facilement, on va dire. Hein. C'est gentil, je le remercie. Voilà, ça prouve que parfois il faut oublier les petites querelles, même s'il n'y en a pas eu, c'est pas grand-chose. Mais voilà, non, on était tous ensemble, je sentais vraiment les joueurs qui avaient envie de réussir, voilà, de faire plaisir au public. C'était ça hein, aussi, notre histoire. Hein. Au niveau du ballon, on était techniquement, tactiquement et même qualitativement, on était moins fort que les autres. Donc, on était obligé de compenser par un travail défensif et gagner les duels et tout ça. Donc, ça nous a fait gagner beaucoup de points, ça. On regardait les vidéos, on disait, on va se faire éclater ce week-end. On va dire comment ils jouent bien. Mais au final, tu as vu, une fois qu'on était sur le terrain, on était un groupe, donc on était des rageux, on ne lâchait pas. On avait une solidarité, je crois, que j'ai rarement vue dans ma carrière. Donc, quand on rentrait sur le terrain, on n'avait pas peur. Garnot était très conservateur. Mais je pense qu'il savait l'équipe qu'on avait, quoi. Elle était appuyée sur une forte défense autour de José, avec des guerriers. On avait vraiment quand même l'art de défendre. Nous, on savait défendre. Pas prendre de but. Tu commences le match, tu ne prends pas de but. Après, tout ce qui est, tu connais, Garnot, c'est un Allemand. Il était dur, lui, quand il était joueur. Et tu le ressens quand il est en tant qu'entraîneur. Il m'a fait enlever mes chaussures de couleur pour jouer avec des chaussures noires. Il m'a dit le défenseur il ne joue pas avec des chaussures de couleur, en plus avec son accent. Garçon, les défenseurs ne jouent pas avec des chaussures de couleur. Les défenseurs, ils sont rigoureux, ils jouent avec des chaussures noires. Moi, j'ai vu Garnot jouer. C'était un guerrier. Hein. Il savait jouer. Hein. Il n'avait pas besoin de terrain pour faire un contrôle. Mais c'était un guerrier. Quand il fallait mettre un brin, quand il fallait mettre le pied, c'était un tueur, entre guillemets, Garnot. Hein. Et l'équipe de Nice, elle ressemblait à Garnot. En plus, tu es tombé sur quelques cassos entre moi, Noé, José, Cédric. On va t'allumer, hein. Je suis désolé. Hein. On n'avait pas peur des contacts, on n'avait pas peur. On savait quand même le football qu'on jouait aussi. Une équipe forte,
fortes mentalement, fortes physiquement, qui allaient dans l'impact à 100%. Il n'y en avait pas un qui mettait le pied à 20% ou à 30%. Je pense que Noé, ça reste quand même celui qui était le plus impressionnant parce que sans forcément mettre plus de coups, mais dans l'impact, franchement, quand il envoyait, il envoyait. Ah, Noé, hein. Si on parle de puissance, Noé, quoi. Techniquement, j'étais pas mauvais, mais c'est sûr qu'avec mon physique, on voyait tous, c'est ce qui dégageait le plus. Je pense que c'est le joueur le plus fort avec lequel j'ai joué. Et il passe avant Ricardo, il passe avant Alain Roche, il passe avant Antoine Comboiré. Pour moi, il est parti un peu trop tôt. Il aurait joué certainement en équipe de France. Mais il a eu une intelligence dans le jeu, défendre face à l'attaquant, où j'en ai vu très très peu. Samy après aussi, parce que bon, Samy, il était fin, mais si tu lui rentrais dedans, tu te faisais mal. J'en avais pour habitude, tu as vu, moi, quand je viens d'enfoncer un, des fois, il allait du côté à Noé. Et Noé, comme ça, un gamin, il lui disait quoi? Parce que Traoré te met des coups depuis tout à l'heure, tu viens vers moi. Attends, je vais te renvoyer vers Traoré, tu vas voir. Donc lui, il en mettait encore plus de coups. Aujourd'hui, si un joueur il met quelques coups et qu'il prend quelques jaunes, c'est un voyou. Alors que nous, on en avait 5 dans l'équipe. Non, mais c'est vrai. Pancho, Samy, José, Everson, parce qu'Everson était. Enfin voilà, quand il fallait mettre le pied, il mettait aussi. Il y avait des bons joueurs de tampons. Ouais. Quand on m'appelait le bison, le taureau, oui, sur le terrain, j'avais la sensation qu'on était costaud, quoi. Moi, sur un terrain, je n'étais pas à prendre un moitié suspension, je n'avais rien à foutre. Au bout d'un moment, le beau jeu, moi, j'ai pas de beau jeu, je vais t'arrêter. Qu'est-ce que je peux t'arrêter? À me griffer les yeux, à te taper le nez. Je suis désolé. Défense en buffet comme on peut, mon ami. Mais on essayait de produire aussi un petit peu de jeu quand même. On n'essayait pas que des bourrins. Et je pense que si on fait une première partie de saison comme ça, c'est parce qu'on avait de la qualité. Ouais. Et on avait donné un rôle important à Nabil aussi. Nabil qui était au contact des joueurs et qui s'occupait de la famille, qui s'occupait de leur trouver les écoles s'il fallait, le logement bien entendu. Et donc on avait mis au point ça, et ça c'était les joueurs appréciaient beaucoup. En 2002, je jouais encore au ballon en amateur. Et quand je suis arrivé là, je me dis, mais en fait, il y avait guère de différence entre les pros et les amateurs, parce que je ne connaissais pas ce monde. Je me disais, mais c'est une équipe de copains, quoi. Il y avait une ambiance de malade. Il n'y avait aucune usure, il y avait de temps en temps un accrochage à l'entraînement sur un tacle ou quoi que ce soit, mais jamais. Il y avait toujours le respect entre nous, même les remplaçants, même ceux qui étaient dans les gradins. On partait à chaque fois la veille du match et on rentrait le lendemain. Donc c'était des moments, on passait 2 jours et demi ensemble. Franchement, pour nous, c'était énorme. On prenait l'avion avec des gens, on se retrouvait dans des avions de ligne avec tout le monde et tout. On parlait avec tout le monde, on rigolait. Si on a fait de bon boulot ici et que les supporters ils sont contents de nous, on va transmettre ça à la plage, au resto, au Vieux-Nice. Nous, on était toujours dans la ville, nous. Toujours dans la ville, on se cachait jamais, on refusait rien du tout. Tout le monde nous arrêtait, on s'arrêtait normal. En plus, tu connais, quand tu montes de D2, tu es premier dans les 3 premiers, dans les 10 premières journées. Et l'engouement, il se fait. On faisait tout ensemble, en fait. C'est vrai, à chaque fois qu'on pouvait avoir un groupe de 7-8 joueurs, on le faisait. Ce qu'on faisait surtout, c'est, je ne sais plus quel jour, hein, le jeudi, je crois, il y avait comme une compétition de reprise de volée. Il y a un centreur à droite, un centreur à gauche, et il sortait le ballon aux 18-20 mètres. Et nous, on avait une touche de balle pour marquer. Celui qui mettait 3 buts, il sortait. Et les 2 derniers, ils payaient les pizzas pour tout le monde. Moi, j'étais plus sur les centres. Comme ça, moi, j'étais sûr d'aller manger la pizza. Moi, c'était pas moi qui devais me payer. On le faisait quand même en stage, ce concours. Et un jour, Jean-Pierre Papin, il était en fin de carrière et il commençait à entraîner un club à Bordeaux là-bas. Et on a fait le concours. Et il y avait Eric Roy et Everson. Dans notre concours, on avait une règle, c'est-à-dire qu'on devait marquer la reprise entre le point de pénalty et hors de la surface, déjà. Et quand le ballon il venait sur le pied gauche, on était obligé de la prendre pied gauche. Et quand arrive Papin, il arrive, il veut faire le concours, évidemment. Le mec, c'est un compétiteur. Et au niveau des papinades, le ballon, il arrive pied droit, il frappe, je ne sais plus s'il marque ou pas. Et il arrive pied gauche, il fait sa papinade, tu sais, il la prend pied droit. Et moi, je lui dis non, ça compte pas. Je me rappelle, il était énervé parce qu'il a mis un but de fou. Je dis non, nous, on la prend pied gauche. Il ne voulait pas. Donc, tu as vu, dès que l'entraînement du jeudi était fini, on allait tous manger à la Villades le midi. Donc, tu vois, on était dans la ville, on se tapait des délires entre nous. Tu vas manger avec un gars, même si c'est un peu arrosé, tout ça, mais c'est là où tu apprends à connaître le mec, tu apprends ses problèmes, tu apprends sa famille, tu apprends son histoire. Et le samedi d'après, quand tu joues avec lui, mais s'il faut faire 10 mètres de plus, tu vas le faire. Tu ne vas même pas calculer. Et la somme de ça, toutes ces petites choses-là font que on devient une équipe, on devient une famille. Et quand tu es une famille, frère, tu vas te déchirer tout pour ta famille. Tout le monde tirait dans le même sens. Même ceux qui ne jouaient pas,
Ils étaient contents d'être avec l'équipe, de suivre. À la fin du match, on avait gagné, ils descendaient dans le vestiaire. On avait perdu, ils encourageaient les autres. Dès que je suis arrivé, en plus, qui c'est qui m'a pris sous son aile? Dodo. Personnel, Dodo Lanier. Je ne peux pas être plus intégré au club et à la vie. Petite pensée quand même pour Dominique Olanier quand même. Personnage qui a été très important pour moi. Franchement, moi j'ai eu la chance de démarrer en plus, quand j'ai commencé, c'était le chouchou de l'OGC Nice. C'était un mec en or, franchement, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quelqu'un de très généreux. Je faisais des interviews avec lui chez Icardo, il fumait un paquet de cigarettes pendant l'interview. C'était l'après-midi, il allait jouer aux boules, et pourtant sur le terrain il était irréprochable, quoi. En fait, Doumé, paix à son âme, c'était le symbole de notre équipe et du club, je pense, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire, avec un grain de folie, un mec qui lâche rien, qui compte partout. Personne n'oubliera jamais Bibiche Olanier à Nice. On l'oubliera jamais. C'est un derby, on joue contre Bastia, donc c'est chaud. Poussin il se blesse en première mi-temps. C'était pas évident pour moi parce que je sois dans le groupe dans un effectif de Ligue 1, déjà c'était inespéré. Avec mon club formateur, jouer au stade duré, je vous garantis que de dehors c'était bien, mais quand tu es dedans et que tu as une pression du résultat, c'est pas évident à gérer. Moi j'étais nul. Je suis rentré, j'ai raté tous mes contrôles, j'avais la pression. Et à la mi-temps, je me rappelle qu'Abba il vient me voir. Calme-toi, ça y est, tu es là maintenant. Tu ne veux pas aller plus bas, tu ne veux pas aller plus haut. On joue là. Insiste, ça va venir. C'était comme un rêve réveillé pour moi. J'ai travaillé pour ça aussi, même en Ligue 2 si je n'avais pas beaucoup joué. La saison d'avant, j'ai joué en réserve. J'ai mis plus de 28 buts en CFA1. Donc j'ai continué à croire en moi, continué à travailler, même si je ne jouais pas. Et je savais que mon heure allait sonner. Et elle a sonné au meilleur des moments, c'est-à-dire en Ligue 1. Lyon, t'as des Juninho, t'as Cassapa, t'as allé gagner à Madrid. Et nous, on arrive là-bas, on était une équipe où nous, le jeudi, on avait un jeu des pizzas. Nous, le jeudi, il y avait des pizzas à l'entraînement. Donc quand tu regardes Lyon qui joue la Champions League le mardi et le mercredi, et toi, t'arrives le jeudi, tu manges des pizzas, t'es pas dans le coup que tu dis que tu vas les éclater. Mais sur le terrain, je t'assure que Lyon par Lyon. En fait, ça, c'est quand tu es sûr de marquer. C'est des trucs, ça, c'est con. Hein. J'étais sûr que j'allais marquer. J'ai dit, donne-moi son maillot, je vais jouer avec. Et quand je marque, je le retourne et puis il le voit et ça va lui faire plaisir. Moi, le grand blessé, donc je comprends très bien ce que ça fait d'être blessé. Quand tu es une bande de potes et tu es obligé d'en abandonner un par blessure, ça fait toujours mal. Donc il y a toujours une pensée pour lui. Mais il était là quand même, t'inquiète pas, sur quelques bringues le soir. Ils ont dominé tout le match, pratiquement tout le match. Et je ne devais pas frapper le coup franc.
J'avais un entraîneur quand j'ai débuté qui disait à chaque fois celui qui a pas tout donné, il n'a rien donné. Et Pancho fait partie de ces joueurs. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a le sang chaud, qui a l'amour aussi du public, très proche aussi des supporters. Et ça, les gens ont apprécié. Ce match-là, il reste aussi dans ma tête parce que inconsciemment, on s'est dit, tous les grands, on arrive aussi quand même à faire quelque chose de bien. Si on arrive à être constant contre les petits, je pense qu'on va faire une grosse saison. Pour nous, ça a été une grosse saison. Je me souviens qu'il y avait des matchs qui pouvaient se gagner dans le couloir. C'était encore une époque où les gars avaient le droit de regarder un peu de travers leurs adversaires dans le couloir au lieu de leur faire la bise. On en a gagné dans le tunnel. C'est un peu le GC Nice favelados, quoi, contre la France. On était tous, voilà, comme tu disais, les t-shirts un peu limite, tu vois. Il y avait des mecs avec les cheveux comme ça, ils avaient du parfum, ils sentaient beau. Et nous, on avait, voilà, quoi, on voulait gagner le match à tout prix, quoi. C'est vrai qu'on aimait bien un petit peu chambrer un peu tout le monde, enfin voilà, leur montrer que, enfin voilà, ici, on était chez nous et que ça allait être compliqué pour eux. À Monaco, il y avait les mecs avec les gènes, tout ça. Nice, Monaco, Noé, il regarde Roten, il regarde Julie. Non, mais c'est le normal, les cris, les regards. Quand tu vas serrer la main avant le match, la poignée, tu la serres bien forte. Chaque main qu'on serrait, il dit à toi, aujourd'hui, ça va être chaud. À toi, gardien, tu vas encaisser. À toi, défenseur, mais tu ne vas pas en prendre une. Quand il y avait des accrochages, ben, tout le monde venait. Ouais, il y avait une image, oui, incroyable aussi, où Gernot était assez marrant aussi pour ça. On était contents à chaque fois de se retrouver à table le jour du match. Et Gernot, de temps en temps, il passait la vidéo du dernier match ou d'un autre match. Et il avait montré le Strasbourg-Nice. Et à un moment, sur le terrain, il y avait quelques problèmes. Je crois que Cédric Barrault avait pris un carton rouge. Les 10 joueurs, on s'est retrouvés là. Et à un moment, Gernot, avec son accent germanique, il gueule sur Damien Grégorini parce qu'il était resté dans les buts. Il fallait jouer de ça aussi, tu vois. Les mecs, ils étaient beaux gosses, là. Il fallait leur montrer qu'ici, en tout cas, au Rail, il ne fallait pas venir nous embêter, quoi. Mais oui, l'intimidation, ça fait toujours partie du jeu. N'importe dans quel sport. Après, c'est vrai que nous, on espérait de temps en temps passer à travers les caméras. On essayait de se dire, bon, peut-être que ça n'a pas été vu. C'est vrai que maintenant, avec tous les micros, les caméras partout, ça serait peut-être un petit peu difficile. Mais après, ce n'était pas la guerre non plus. Nous, on était quand même encore... les époques d'avant, ça filait quand même beaucoup plus que nous. Varro sur le côté, le mec, il arrive et il y a un volume de jeu de malade, il court, il revient, il repart et il avale les kilomètres et tout. Et moi, souvent, je me sers de lui parce que quand je rentre comme ça à l'intérieur du jeu, je vois un mec qui part comme ça. Je me dis, putain, mais ça, c'est bon ça. Et t'as Bigné l'autre côté qui fait les mêmes appels. Donc en fait, on a beaucoup de solutions qui se mettent en place avec des joueurs qui font beaucoup d'allers-retours et tout. Milieu, Everson, Picto, après t'as Roy qui rentre. Et moi, j'avais pas de poste. Il me disait, ben, tu vas où tu veux. Tu as déjà vu un entraîneur qui dit à un joueur devant tout le monde, bon, ben, toi, tu fais ce que tu veux. Il me disait, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, il avait vu que je pouvais courir et que je pouvais faire des courses et surtout me replacer. Donc ça aussi, on fait un gros match. Parce que tout le monde disait Djibril Cissé, Fadiga, il y a tout le monde chez eux, il y a Capo, tout Mexès, Boomsong et tout. Lui, il y a un truc qu'il faisait à l'entraînement. Quand on faisait les sprints, les tests de sprint, il passait en dernier, en fait. Et rien à voir, hein. Il faisait comme les coureurs comme s'il sautait en longueur.
Genre, il nous laissait tous partir et après, il faisait ça, style, allez les gars, tapez des mains, parce que là, ça va aller vite. Et nous, on tapait tous des mains. J'ai bien aimé la phrase de Mexès parce qu'à la fin du deuxième match, quand on les bat chez nous, il dit « Ouais, mais tout le monde dit Nice, ouais, que c'est des bourrins, c'est des ci, c'est des ça. Mais ils nous ont battus 2 fois. Hein. » C'est vrai qu'on était qualifié un peu d'équipe qui met des coups, tout ça, qui rentre dedans et tout. Mais on avait des joueurs de foot quand même dedans, tu vois. Et les gens, ils avaient tendance à l'oublier un petit peu ça. Dommage qu'il y ait ce match à Bordeaux où il rate le titre de champion d'automne. Gernot se fait expulser, il finit dans la tribune et c'est Marseille qui est champion de l'automne, hélas. Quelqu'un qui arrive là, qui arrive de notre club qui est un peu plus huppé, il se dit mais comment cette équipe est en Ligue 1 ? Nous, il fallait voir où on s'entraînait, quoi. Et il y a les vestiaires, on avait les scolaires au-dessus, on avait les douches froides. Si les scolaires ils avaient pris la douche, on n'avait plus d'eau chaude. On n'était pas très équipés au niveau buanderie. Les affaires qui rentraient le soir, le lendemain matin, il fallait qu'elles soient déjà prêtes. Comparé à maintenant qu'on a 3-4 tenues d'avance. Les trucs de muscu, ils étaient pétés. Il n'y avait plus rien, même pas des ballons. Il fallait acheter des ballons vite, en urgence. Les kinés, ils étaient dans une salle, il y avait de la moisissure. C'était horrible. C'était horrible. Mais tout le monde rigolait, tout le monde s'en foutait. Franchement, nous, on se contentait de ce qu'on avait. Nous, c'était bien. On avait nos tenues d'entraînement. On s'entraînait au Charles Hermann sur le terrain en herbe. Ben, voilà, on n'avait qu'un seul terrain. En même temps, pour un journaliste, c'était sympa parce que je rentrais dans le vestiaire, j'allais voir les mecs se faire soigner, j'étais au milieu. C'était une époque où on savait qu'on ne pouvait pas faire tout en 3 jours, je pense, et qu'on s'est dit on va faire petit à petit tout ce qui est faisable. Le supporter, lui, il veut qui c'est qu'on achète, qui c'est qui reste, qui c'est qui vient, qui c'est qui est entraîneur. Et moi, je disais que quelque part, ça, c'était pas plus important que de faire des beaux vestiaires, de créer un centre de formation, de mettre en place une politique sportive. Et Maurice Cohen l'a compris. Mon Dieu. Tu sais que c'était une période parce que je crois que tu gardes toujours le positif. Mais je pense que c'est humain, ça. Mais qu'est-ce que ça a été aussi difficile? Tu sais qu'avec Olivier Dalaguillot, quand j'étais les 6 premiers mois avec les pros, là, mais j'abuse pas, hein, on se quittait à 1h du matin et on revenait des fois à 6h du matin, mais très souvent. Il faut être là préparé avant l'arrivée des joueurs quand ils commencent à 8h. Mais c'était des journées en continu. Il faut avoir la passion. Si tu n'as pas la passion, dans ces moments comme ça, hein, je te parle, hein, si tu n'as pas la passion, tu fais tes heures et puis voilà, toi. Mais la passion, d'ailleurs la passion a sauvé le club parce que les supporters, ils l'ont fait par passion. Quand ils sont montés, là, les 4 buts, c'est de la passion qui les anime. Les repreneurs locaux, quelque part, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner à ce moment-là? C'est beaucoup de risques. Hein. C'est un peu, tu le fais un peu pour ta ville, tu vois. Si tu n'es pas animé par la passion, ces périodes-là, tu ne les vis pas. Mais bon, pour être là 20 ans après, on est bien content de les avoir vécues quand même. Hein? Ça m'arrivait souvent d'aller chercher le coach, Rohr, à l'aéroport. Et en fait, on était sur le retour. Et quand on était sur le retour,
Ils voyaient que c'était ensoleillé, ils disaient tiens, demain on monte à Saint-Martin-Vésubie. Et le lendemain, il fallait qu'on prenne le fourgon, les voitures, on charge le matériel, allez on va se faire une marche dans le Boréon. C'était comme ça. Les joueurs ils étaient surpris. Au départ ils n'étaient pas contents, mais après quand on se retrouvait tous là-haut, c'était extraordinaire, on rigolait. Que ça soit au Cap Ferré, que ça soit à Saint-Martin-Vésubie, c'est ça qui renforçait des liens. Niveau diététique c'était autre chose. Hein. Moi je me porte bien et quand j'allais là-bas, je vous dis, je pense que j'ai pris le plus de poids, c'était ces années-là. Hein. Pancho González aussi qui jouait un rôle vachement important aussi auprès de nous. Et... Il y avait ça aussi, tu vois, tu arrives dans un club, tu vois une ancienne gloire qui est là. Pancho, c'était notre mascotte, c'était tout parce que tous les déplacements, il les faisait avec nous déjà, donc voilà, il nous racontait pas mal d'anecdotes. Quand on partait à Saint-Martin-Vésubie, il prenait le micro, il chantait. Tous les nouveaux étaient obligés de chanter Nice à la Bella avec lui, donc là, franchement, il créait un vrai truc entre nous. Il a chanté, il avait la larme et tout, il dit Pancho, qu'est-ce que tu fais et tout, tu vas nous faire pleurer aussi. Il nous faisait son chassé aussi avec le pied où il nous disait, moi regardez, même à mon âge encore, je suis capable de vous mettre des coups de pied dans la tête et tout. Là, on est dans l'ancienne tribune de Haye, du stade de Haye. Ouais. C'est le petit morceau qui nous reste. Oui, la tribune du stade du Haye, la tribune d'honneur, attention, parce que les autres ne pouvaient pas s'asseoir. Ça, c'était les grandes places privilèges, les loges de l'époque. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gosse, je l'ai connu après. C'est incroyable le stade du Haye. Déjà, il y a le poids de l'histoire. Il y a une ambiance spéciale. Au Haye, le stade, bon, il n'était pas très beau, il n'était pas très grand, mais quand tu es dedans, je peux te dire qu'il faisait du bruit. Une part importante aux supporters. On savait qu'on avait besoin d'eux pour gagner les matchs. On savait qu'on ne les mettait pas non plus dans un confort terrible parce que même s'ils aiment cette populaire sud, il n'y avait pas beaucoup de confort. Ils n'étaient pas couverts s'il pleuvait. Ils étaient quoi, à 1,50 m, hein, peut-être, ou 2 mètres maximum. Dans cette tribune-là, oui. Je suis venu, je pense deux fois, un match que j'étais suspendu. Donc, je suis venu là avec les supporters. Moi, je peux vous dire qu'à l'époque, quand les équipes adverses venaient, ils me le disaient 10 ans après, hein, quand j'avais déjà arrêté ma carrière, qu'ils avaient une peur et ils sentaient une force de l'équipe et des supporters dans ce stade où on va dire qu'on était mentalement supérieur à toutes les équipes. Oui. Le soutien qu'il y avait de la tribune de la brigade quand ils chantaient, quand l'ARN les répondait aussi. Ouais, il y a Nice à la Bella avant le match, c'est mémorable. C'était pas un stade avec une grosse capacité, mais franchement cette première année on a fait beaucoup de matchs à guichet fermé, c'était toujours plein, et puis en plus on se retrouvait à être premier. Le public niçois, tu peux dire ce que tu veux, mais en France, fait partie quand même des plus gros publics. Je n'ai pas dit que c'était le public le meilleur du monde ou le meilleur de France, mais tu peux pas dire que le public niçois dans l'hexagone français n'existe pas. Tu signes pas à Nice en disant ouais je vais aller à la Côte d'Azur, je suis proche de Monaco, il y a Cannes à côté, non. Tu signes à Nice, en tout cas il y a un paramètre qu'il faut que tu intègres, c'est que même dans la rue, les supporters ils vont venir te casser les couilles si tu joues mal. Même pour les déplacements, il y avait toujours du monde qui se déplaçait. C'est vrai que Guernotte aussi pour ça était bon parce que quand il y avait besoin de rajouter aussi, de mettre une enveloppe et tout, les joueurs ont participé aussi dans les frais de déplacement pour les supporters parce qu'on savait très bien pour nous c'était un plus et qu'on avait besoin d'eux aussi. Donc, Je me souviens que quand on jouait à l'extérieur, la plupart du temps on allait en bus. Pour revenir, on s'arrêtait dans les stations essence. Parfois, on s'arrêtait avec des supporters. Donc, et ça partit un peu et on parlait et j'ai des souvenirs. Il y avait vraiment cette proximité-là qui était vraiment top. Ouais. On était autant joueurs que supporters en fait. On était je pense, ensemble. Au départ, tout le monde pensait qu'on allait descendre. Je me rappelle la première réunion de la Ligue de football où je vais, c'était à Marseille. Et les présidents qui me voyaient, ils me disaient « bon, ça va être dur ». Et moi, je leur disais « non, vous allez être surpris, vous allez être étonnés, il y a un engouement, il y a un état d'esprit ».
il me regardait, l'air de dire, bon, t'es gentil, mais tu vas pas être là longtemps, quoi. Comme tout le monde savait que ça allait être difficile, ça nous a rendu la tâche facile, il n'y avait pas de pression. On aurait fini 17e, on aurait signé avant le début de la saison. On était parti pour un maintien, nous. Vous voulez obtenir le maintien, on ne voulait pas redescendre en D2, avec ce qu'on avait connu, des stades pleins, des beaux joueurs. On en avait marre de la D2, on avait connu que de la D2. Et puis tu dis non, on ne va pas lâcher. Et puis tu vois que ça se passe bien et tu sais, premier. Là, on est premier, champion d'automne pratiquement. Qu'est-ce qui se passe de nous? On continue alors. Et au final, tu te dis, bon, on va essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Je te dis la vérité, on s'est dit, bon, pourquoi pas la Ligue des Champions? Et puis, c'est dit qu'on est l'équipe de fou. Avant qu'il y ait chaque match, qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne et nous on chantait la Ligue des Champions. Qui gagne les champions? Il est fou, lui. Mais quand il parle, mais il est malade, lui. Ouais, parce que nous, c'était notre Champions League qui se passait le samedi soir. Au final, tu as vu que le groupe, il n'a jamais connu ça. Physiquement, c'est dur de tenir sur une saison en Ligue 1 comme ça pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc le groupe, il s'était filoché physiquement. On n'avait pas forcément fait de préparation. Bon, moi, j'en avais fait une à Paris. Les joueurs prêtaient aussi, mais on arrivait et on s'est lancé dans ce football-là où tu es plein de pressing, plein de courses vers l'avant, plein de ci, de ça. En fait, tu ne doses pas les efforts, tu donnes tout. Et je pense qu'au mois de mars, on était cuits. On était jeunes, inconscients, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Ça commençait un peu à être un peu fatigant. On sentait qu'on avait un peu plus de mal. Et après, au fur et à mesure, les équipes ont commencé à nous étudier. C'est vrai que c'était plus compliqué, on était plus attendus. Il y avait Paris, il y avait Marseille, il y avait Bordeaux à l'époque qui était pas mal, il y avait Rennes aussi qui commençait à mettre le bout de son nez. Il y avait les équipes historiques du championnat français. Donc après, par rapport à nos moyens et par rapport à l'effectif qu'on avait, c'était tout à fait normal. T'as pas la même fin, en fait, je pense. Quand tu vois que tu es déjà proche du maintien, tu as déjà réussi ton objectif, que tu pensais que ça allait être super dur. Tu es en haut du classement. On s'est relâché. Puis après, à partir du mois de mars, on commence à parler des joueurs en prêt qui ne vont pas continuer, des joueurs qui ne vont peut-être pas prolonger. Et moi, quand Macron m'a bien dit, c'est maintien, même si c'est la dernière seconde du 38e match, maintien. Et là, tu es déjà maintenu au mois de janvier. Il te reste quoi à faire? On est à Nice, hein, dans un club plutôt sympa. Ils nous avaient trouvé Jaguar. C'était énorme, on venait tous à l'entraînement avec des Jaguars. Mais il y en a qui déconnaient avec.
Il y en a un, je ne te donnerai pas son nom. Il a dansé sur la voiture. Le toit de la voiture, il était ondulé, on pouvait plus il a fallu couper la voiture pour changer le capot. Après, c'était une voiture un peu de vieux quand même. C'était pas les Jaguars coupés comme il y a les sportives et tout. Moi, je suis niçois, je suis de Nice. Je connais tout le monde. Le lendemain, tout le monde me racontait, je recevais des coups de fil ou des messages. Il y a lui qui est rentré à telle heure, il y a lui qui était là. Ils avaient gagné un match, ils étaient tous en boîte, on savait où ils étaient. Hein. Puis bon, les footballeurs, on les reconnaissait vite. Il y en avait qui étaient très grands. Il y en a qui ont fait des conneries, mais c'est bon enfant, quoi. C'est pas des sales types. Maintenant, si ça se reproduit avec les médias, avec les Instagram, avec les trucs, le joueur, il est cuit. C'est le derby, tout le monde veut le jouer. J'entends que les gens ils partent à pied pour aller au stade. C'est des trucs que tu vis une fois dans ta vie. Et lui, il me met remplaçant ce match-là. Je me dis, mais t'es un fou. Je dis, Bernard, t'es un fou. Je suis un peu fatigué, c'est la fin de saison, tout ça, on souffre un peu, tout ça, mais ouais, j'étais un peu vénère, donc, mais bon, en même temps, ça m'a piqué, tu vois, donc je suis rentré, j'ai piqué. Moi, j'ai vu Bellone en finale du championnat d'Europe, il rentre, il met une pichenette. Moi, j'ai 9 ans. Et le lendemain, je sors, je m'entraîne et je tape dans le sol. Là. J'arrivais pas, tu vois, en plus gaucher, je jouais ailier gauche à l'époque. Bruno Bellone, numéro 11, champion d'Europe. Je disais, non, ce geste-là, il me le faut dans mon truc et je me suis entraîné. L'été, le Festival de Cannes a fini la saison pour nous. Ça, on ne peut pas trop en parler, mais je pense que même avant, déjà, ça commençait à être dur. Moi qui ne sors pas, qui reste à la maison, je voyais mes gars arriver le matin à l'entraînement, quoi. Je dis, oh, vous avez fait quoi hier? Aïe, on a fait des choses, oui, on a passé des bons moments ensemble. Et puis, je pense que la vraie valeur de l'équipe, elle était plus au milieu du tableau, là où on a fini. Sur 4 mois, on a déjà fait quelque chose d'exceptionnel, mais je ne pense pas qu'on pouvait tenir plus. C'est vraiment dommage parce que si on avait été peut-être un peu plus attentif à certaines situations, on aurait beaucoup mieux fini. Hein. Et aujourd'hui, on parlerait peut-être d'une année où on aurait accroché une Coupe d'Europe, tu vois. Même si on a fait l'Intertoto, on aurait pu avoir beaucoup plus, quoi. Kaba, il nous a fait le 1000 hein, cette année-là. Kaba Diawara, il a été extraordinaire. Il appartenait donc au PSG, on a essayé de le garder. On a tout fait pour le garder. Hein. Mais on ne pouvait pas, d'abord il avait un salaire énorme. Donc là, à l'époque, quand ils nous l'ont prêté, je crois qu'on payait 10% de son salaire, ou 15% maximum. On ne peut plus les sommes, mais ça ne représentait rien, quoi. C'était Paris qui payait. Hein. J'avais 1 an de contrat à Paris. Et puis Vaïd, il m'a dit non, le gars, tu rentres. Je dis, tu rentres, tu vas me faire jouer. On avait essayé, mais on n'y était pas arrivé. On a tout fait pour le garder. C'est la vie, hein, c'est dommage. Hein. Moi, je garderai toujours ces joueurs dans mon cœur parce qu'ils m'ont permis aussi de terminer
la tête haute, ma carrière. Ça, c'est important. Vous savez, quand vous venez à Nice, vous êtes en Ligue 2, que vous avez un parcours, les gens ils pensent que vous venez ici pour la retraite. Voilà, donc après, ils ont appris à me connaître et ça, c'est ce qui a fait peut-être qu'ils m'ont apprécié un peu plus. Mais j'avais envie, voilà, de gagner des titres. C'était dur, mais au moins de réussir avec Nice. En tout cas, j'ai réussi grâce à ces joueurs, à cette équipe. On me disait déjà qu'Abba, avec l'expérience qu'il avait, parce qu'il était plus âgé, me disait qu'il faut profiter de ces moments-là, parce que des groupes comme ça, tu n'en retrouveras peut-être plus dans ta carrière. Et c'est vrai, il avait raison. Et aujourd'hui, quand je te parle, 20 ans après, c'est un groupe, voilà, on est lié à vie, quoi. On essaye, on se perd pas de vie. Mais ça, c'est comme la famille, les frères, tu vois. Tu n'es pas obligé de les appeler tous les jours. Tu sais qu'ils seront là le jour où tu as besoin d'eux, quoi. Notre histoire, c'était ça, avec ces joueurs. Il n'y aurait pas pu y avoir d'autres joueurs pour connaître ce moment-là. Voilà, on était, je vais dire, destinés à cette histoire. Cette année-là et les années un peu qui ont suivi derrière, ça a créé plus que de l'amitié, tu vois. Et comme on disait, c'est rare. Tu as vu, personne n'a reconnu un groupe comme ça après. Franchement, c'est ce qui reste de notre métier, là. C'est les émotions, c'est le cœur, c'est vraiment tout ce qu'on a partagé et vécu, hein, tu vois. Si on en parle 20 ans après, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est ce qui m'a, quand je suis parti en Angleterre, bah, je suis rentré dans un autre monde. Un, parce que le foot, c'est différent là-bas. Et deux, le vestiaire, froid. Les mecs dans les vestiaires, c'est salut, ça va. Hein. Et après, quand c'est fini, bah, ils s'en allaient chacun de leur côté et tout ça. Et moi, je venais de Nice, de vivre ce que j'avais vécu avec ce groupe. C'était comme le jour et la nuit, quoi. Moi, après, j'ai connu le Paris Saint-Germain, j'ai fait des belles choses au Paris Saint-Germain. Mais cette première année, je t'ai dit, à l'OGC Nice, elle est au-dessus de tout. Sentimentalement, émotionnellement, ouais, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir fait partie de ce groupe, de ce club. Je les aime. Ils me manqueront toute ma vie, voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour les supporters niçois, c'est pareil. Ils m'ont accepté comme un des leurs dès les premiers moments, donc c'est pareil. Ça reste les joueurs comme les supporters, c'est la vie. Personnellement, j'ai envie de leur dire merci. Voilà, merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris. Déjà en reparler, parce que c'est des souvenirs pour moi qui resteront là et là. Mais il y a une telle ambiance, quoi. C'est dur, franchement, d'en parler, parce que c'est des moments forts de ma carrière où j'ai pris énormément de plaisir. Je vois Cédric Varou qui a débuté, je l'ai vu prendre sa retraite. Et maintenant, je le vois qu'il est coach chez nous, chez les jeunes, et ça me fait bizarre. J'ai l'impression que j'ai toujours été avec Cédric. En plus, on en parlait quand on était plus jeune. Tu te vois être entraîneur et tout ça. Et moi, je disais non. Et finalement, à la fin, on se retrouve tous à passer les diplômes parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de transmettre. On a croqué à fond dans notre carrière de joueur, et mais maintenant, on a envie encore de transmettre, donc c'est ça qui est beau. Ouais. Jean-Pierre River a fait tout ce que Maurice Cohen a rêvé de faire. Mais quelque part, il y a un trait d'union entre Maurice Cohen et Jean-Pierre River. C'était pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes ambitions, mais c'est vrai qu'il y a une lignée quand même, qu'il y a un héritage. Bah, surtout l'héritage, c'est qu'on est toujours en Ligue 1 et qu'on a été pendant les 7-8 années où j'étais président, qui était notre objectif principal. Ça fait plaisir de voir qu'il y a eu une continuité, parce que même dans l'évolution du club, quand on voit le club maintenant et le club d'avant, c'est sûr que ça n'a complètement rien à voir. On fait partie on va dire, du socle, et voilà, c'est quand même une fierté pour tout le monde. On a mis les fondations, en fait. Et après, ils ont construit dessus. Et sans fondation, tu construis pas. Moi, des fois, j'arrive à l'aéroport de Nice, les gens ils me parlent. Donc, je me dis, mais j'ai fait qu'une saison à Nice. Une saison. J'ai fait 3 à Bordeaux, j'en ai joué à Paris, aussi. L'année de Nice, les gens, ils m'en parlent. Parce qu'on parle d'une chose qui a 20 ans. Donc peut-être dans 10 ans, on ne parlera plus de nous. Dans 20 ans, on ne parlera plus de nous. C'est vrai que c'était important cette saison-là. Mais avant, le Gym, c'était un grand club dans les années 50. On a été champion de France, on a gagné beaucoup de Coupes de France, on a eu beaucoup de titres. Donc nous, on a été... en fait, on arrive au creux de la vague. On a commencé à surfer sur le haut de la vague. Et ils ont continué sur cet ascendant-là pour arriver à des résultats comme ça. Ils ont fait des bons choix aussi. L'arrivée de Jean-Pierre River, après, ça a été un bien extraordinaire pour le club. Il l'a fait passer dans une autre dimension. Il a construit le camp d'entraînement. Maintenant, on a un actionnaire qui est costaud, qui est solide. On a tous les atouts. Le stade, le centre d'entraînement. Je me dis, c'est pas le Gym que j'ai connu, ça. C'est pas possible. Franchement, c'est un grand club maintenant. J'aurais été fier de pouvoir être dans ce club. On n'a jamais rien gagné, je suis dégoûté. Mais je ne sais même pas comment je suis dégoûté d'avoir jamais rien gagné avec l'OGC Nice. C'était un manque dans ma carrière. C'est pour ça, maintenant, j'espère qu'il gagne quelque chose pour apaiser mon cœur. Mais l'avenir
va apporter aussi des trophées. Je le sens, en tout cas je l'espère. Le club, je pense que il a gardé son identité malgré le changement de stade. C'est un vieux club hein. En première division. Nice, c'est un vieux club. C'est une vraie ville de football, contrairement à ce qu'on croit. Tout ce qui nous arrive maintenant, c'est du caviar, comparé à ce que j'ai pu connaître. Donner autant de joie à un public, c'est rare. C'est rare parce qu'on s'habitue. Maintenant, Nice, quand il finit 5e, ça embête tout le monde. Pour être poli. Mais tant mieux, parce que si on veut parler de Champions League, si on veut parler de tout ça, 2002, ça ne sert à rien. Hein. Si, parce qu'il a fallu sauver le club et qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ce 2002 au niveau des instances, peut-être on serait en train de galérer encore. Hein. C'était une histoire de fou, hein. Il faut être fou hein, pour faire ça. Il fallait être malade, hein. C'est pas possible.